Allez, Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce premier Visio Café Presse spécial Vendée Globe. Désolée du souci technique qu'on a eu, c'est le premier. Malgré les répétitions, on a eu un petit souci. Je remercie donc tous les intervenants qui sont présents. Donc moi, je suis Carole Bourlon, je suis responsable de la filière technologique voile de compétition bretonne chez Bretagne Développement Innovation. Voilà, qui est l'agence de développement économique et innovation de la région Bretagne. Et je suis en charge d'Eurolarge Innovation, le programme d'accompagnement des entreprises de la filière technologique voile de compétition bretonne. Voilà, de 9h30 donc à 10h30 tous les jeudis matins du mois d'octobre, nous vous invitons dans les coulisses du Vendée Globe. Nous aborderons 5 thèmes pour vous permettre de découvrir la Bretagne Céline Valley. Un endroit incroyable. Toute la filière a participé à la construction de la majorité des bateaux du Vendée Globe. Voilà quelques chiffres juste pour illustrer mon propos. 18 bateaux conçus en Bretagne et 16 fabriqués ici, sur les 33 au départ. Sur les 8 IMOCA de la nouvelle génération, 5 ont été conçus et fabriqués ici. Et puis du côté des skippers, 6 des 8 vainqueurs du Vendée Globe sont natifs ou installés en Bretagne. Et puis cette année, sur les 33 skippers qui s'élanceront, 20 d'entre eux sont installés avec leur team en Bretagne. Voilà, ces 5 visios seront captés et accompagnés d'un dossier d'un communiqué de presse. Une banque images et vidéos libre de droit sera également à disposition. Voilà, et puis bon, donc en guise d'introduction et avant de passer la main à Pierre-Yves Lotreau qui animera le visio café de ce matin, donc, dont le thème est pourquoi les sponsors choisissent les bateaux de la classe IMOCA comme support de communication. Je vous propose de découvrir en vidéo un résumé de ce qu'est la Bretagne Céline Valley. Donc une marque qui fait rayonner les savoir-faire de la filière, de cette filière qui est unique au monde. Voilà, donc on peut lancer Du coup, je vois que le micro de Carole est coupé, donc j'imagine que c'est à moi directement. Bonjour à tous. Bienvenue donc dans ce premier visio-café des jeudis matins d'octobre. On va donc s'intéresser aux mécanismes économiques qui font que la classe IMOCA à la veille de ce Vendée Globe est un vrai succès business. Et pour ça, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, on a autour de la table, plutôt derrière les écrans, on a Antoine Mermot, qui est le président de l'IMOCA. On a David Sino, qui est le team manager d'Initiative Cœur, qui lui, du coup, gère 3 sponsors. Il va nous expliquer un petit peu comment ce que les sponsors viennent chercher dans son écurie. On a Fabrice Amédéo, qu'on va libérer assez vite parce qu'il doit aller naviguer. Son bateau est déjà en mer. Un Zodiac l'attend au pied de son écran pour aller rejoindre son bateau rapidement. Et puis, on a Philippe Hassel, le directeur de la communication du groupe Apicil depuis Lyon, qui lui nous expliquera, lui c'est l'acheteur, et lui il nous expliquera pourquoi Apicil investit dans le cas. Très rapidement, avant de passer la parole à Fabrice et de le libérer, je voudrais qu'Antoine Mermot nous dresse un petit peu le portrait économique de la classe IMOCA aujourd'hui, qui, à la veille de ce Vendée Globe avec 33 concurrents, je crois que c'est plus d'une centaine de sponsors au total sur la flotte. Antoine, est-ce que tu peux nous dresser un petit portrait justement économique de la classe IMOCA aujourd'hui à la veille de ce Vendée? Oui, tout à fait, Pierre-Yves. Bonjour à tout le monde. Donc la classe IMOCA sur le cycle 2016-2020, qui va donc vers le Vendée Globe 2020, c'est 33 équipes qui finalement vont réussir à prendre le départ du Vendée Globe. Sur ces 33 équipes, c'est collectivement autour de 125 millions d'euros de partenariats qui ont été récoltés et donc dépensés pour participer au Vendée Globe. C'est environ 130 sponsors, donc sponsors privés, collectivités ou associations. Et après, donc c'est aussi donc des profils très variés. On a à peu près un tiers de nos partenaires qui sont des entreprises qui sont au-dessus du milliard d'euros de chiffre d'affaires. Un tiers des entreprises dont le chiffre d'affaires est donc partenaire dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions d'euros.
donc les plus petites, et un tiers donc des partenaires qui sont situés entre 100 millions d'euros et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc après, sur ces entreprises, on a aussi des profils très variés. En gros, on a 10% des sponsors qui sont dans l'agroalimentaire, 10% qui sont plutôt logistique et transport, 9% c'est du BTP, 8% en banque, collectivité, informatique, automobile, en dessous de 5%. Donc, on n'a pas un profil dominant, on a vraiment une multitude de profils différents au niveau de nos différents partenariats. Donc, voilà pour un premier petit état des lieux de la situation de la flotte aujourd'hui. Deuxième question avant d'interroger Fabrice, qui lui s'est confronté à la vente de manière assez directe. Antoine, c'est quoi, du coup, du point de vue de la classe, c'est quoi les points forts du produit IMOCA quand vous allez quand les membres de l'IMOCA vont présenter le produit à des sponsors potentiels? Alors, c'est plusieurs piliers pour le partenaire. Donc, c'est d'abord la communication externe, la notoriété de l'entreprise qui va nous suivre. Donc, on a la chance, comme le vélo, d'avoir le naming du bateau, qui est un levier très fort pour mettre en avant nos partenaires. Après, il y a tout ce qu'on va pouvoir organiser en B2B, en B2C autour de l'événement ou autour des différentes courses qu'on va faire. Donc, malheureusement, c'est vrai que cette année, ça a été plus compliqué avec les contraintes du Covid. Mais on arrive à cependant fédérer l'ensemble des collaborateurs de nos partenaires de façon très forte. On voit par exemple sur des choses comme Virtual Skipper, on aura encore une fois plus de 500 000 joueurs avec beaucoup de communautés et beaucoup des partenaires qui vont réussir à créer des histoires pendant 3 mois autour du Vendée Globe. Et le troisième pilier donc, qui devient de plus en plus présent dans nos projets, c'est le pilier RSE avec des skippers ou des bateaux qui sont ambassadeurs de causes, donc de causes sociales. Donc, je pense que David Sino pourra nous expliquer un petit peu mieux comment ça fonctionne, mais aussi des engagements environnementaux et qui de fait, les entreprises associées peuvent s'associer aussi à cette image et participer à faire évoluer des causes qui sont chères aux entreprises. Donc, autour de ces 3 piliers, on arrive à offrir une offre assez solide à nos partenaires potentiels. On va demander à Fabrice Amédéo, lui, comment il a fait. Alors, Fabrice, tu as un profil de skipper un peu particulier parce que tu es un skipper entrepreneur. C'est toi qui vends ton propre produit et tu en as beaucoup vendu parce qu'il y a, je crois que c'est 14 sponsors qu'il y a aujourd'hui sur la coque de ton bateau. Toi, est-ce que c'est ces 3 piliers-là que tu vends? C'était quoi ton pitch quand tu vas vendre le produit Fabrice Amédéo sur le Vendée Globe et en IMOCA? Alors en fait, moi il y a eu une évolution en fait. J'ai démarré l'IMOCA donc il y a 5 ans pour le Vendée Globe 2016. À l'époque, j'avais 8 partenaires à peu près sur un bateau d'ancienne génération. Ce qu'on a vendu à l'époque, c'était l'histoire d'un ancien journaliste qui part vivre le rêve de sa vie en fait, se confronter aux meilleurs marins sur le Vendée Globe, donc avec un pilier éditorial très fort. Assez rapidement, on s'est rendu compte que ce que valorisaient les partenaires, c'était les RP. Donc, on a énormément ciblé les RP sur cette première campagne Vendée Globe 2016. Je devais faire à peu près 35-40 journées de RP par an. Donc, c'est beaucoup. Donc, c'est clair que c'était un vrai frein à mon engagement sportif. Mais c'était aussi la condition sine qua non pour pouvoir m'aligner au départ de ce Vendée Globe. Et donc, je me suis rendu compte très vite que les partenaires valorisaient énormément cette dimension RP. Donc, après, on a développé pas mal de choses. Que tout le monde fait aujourd'hui, le départ des courses, les conférences en interne, les navigations. On a même fait l'année dernière, alors cette année c'était compliqué, mais l'année dernière on a même fait des navigations RP de nuit pour essayer d'innover un petit peu. Donc on pouvait avoir un sponsor qui venait avec 2 VIP et on leur offrait le partage d'un entraînement de nuit dans des conditions correctes. On ne les emmène pas non plus dans des conditions dantesques, mais voilà, on a essayé d'innover un petit peu. Pour cette deuxième campagne Vendée Globe qui est la mienne, donc qui nous a amené jusqu'au 8 novembre prochain. Donc j'ai acheté un nouveau bateau. L'idée pour moi, ça a été de rester à peu près sur les mêmes enveloppes budgétaires. Parce que moi, donc, du coup, j'ai un projet multipartenaire avec des partenaires de rang 1, rang 2, rang 3. Rang 1, c'est du coup co-branding. Rang 2, c'est une belle visibilité. Rang 3 également. Et donc, du coup, je suis passé de 8 à 14 partenaires.
Donc, on a réduit un petit peu les RP par partenaire, sinon j'aurais fait 3 mois de RP par an et c'était plus possible. On a continué à énormément travailler ce volet relations publiques et on a ajouté cette dimension du sens qu'évoquait Antoine à l'instant. David en parlera aussi sans doute beaucoup plus que moi parce qu'il a beaucoup plus de légitimité sur cette dimension-là avec l'initiative. Mais on a ajouté cette dimension du sens avec un engagement océanographique. Donc, on a installé des capteurs océanographiques à bord qui permettent de faire des mesures salinité, CO2, température en surface et présence de microplastiques dans les océans. Et donc, ça donne une dimension, un souffle supplémentaire au projet et ça plaît énormément aux partenaires. Sur cette deuxième partie d'engagement océanographique, j'imagine que c'est une conviction personnelle, mais est-ce que c'était aussi une demande, tu sentais que c'était une demande du client ou des clients? Non, il y avait, en fait, j'ai cette chance. En fait, mon projet, il a un avantage et un handicap. L'handicap, c'est que j'ai 15 partenaires et donc c'est énormément de travail pour réussir à satisfaire tout le monde. Le vrai avantage de cette situation, c'est que du coup, je suis vraiment entrepreneur, je suis chef d'entreprise et je manage mon projet comme je le souhaite. Et donc, du coup, j'ai pas vraiment de demande de mes partenaires. Je leur fais des propositions et ils suivent. Et donc, du coup, j'ai pas eu vraiment de demande dans ce sens de mes partenaires. C'est plus à la base une réflexion c'est plus une réflexion personnelle qu'une réflexion business. Je me suis dit, j'ai quitté le Figaro, j'ai quitté le métier de journaliste, qui est un métier qui me convenait parfaitement. J'ai réalisé le rêve d'une vie avec un premier Vendée Globe. Qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que juste naviguer pour un Vendée Globe que je ne gagnerai jamais, de par mon passé et de par l'ADN de mon projet, c'est un peu juste quand même à un moment. Et donc, j'ai voulu donner du sens à ce projet. Et en donnant du sens à ce projet et en m'intéressant à ce projet de capteur, j'ai tout de suite senti qu'il y avait un énorme appétit des partenaires. Et chemin faisant, c'est vrai que je me rends compte que plus ça va, plus ce projet prend de l'ampleur et plus les partenaires sont à fond derrière. Donc, c'est plus une politique de l'offre qu'une politique de la demande, pour résumer et rester dans un cadre économique. Une politique de l'offre, exactement. Toi, par contre, toi qui as décroché beaucoup de sponsors, mais tu en as démarché aussi beaucoup. Donc, tu es assez bien placé pour répondre à la question initiale de cette vidéoconf, qui est qu'est-ce qui fait que les sponsors viennent en IMOCA? C'est quoi pour toi ce qu'ils recherchent principalement? Donc, les RP, mais pourquoi spécifiquement sur l'IMOCA et pourquoi le Vendée Globe? Je pense qu'un budget IMOCA, c'est un budget quand même assez élevé pour une entreprise, quelle qu'elle soit. Mais je pense que on offre un retour sur investissement assez optimal pour les entreprises qui nous suivent. Moi, je suis passé par d'autres séries. C'est vrai que la catégorie IMOCA est assez exceptionnelle de ce point de vue parce qu'elle permet d'avoir à la fois des champions qui ont des budgets très élevés, qui visent la victoire, des aventuriers qui viennent vivre le rêve d'une vie, qui ont des budgets plus bas. Et donc, du coup, tout cet écosystème fait qu'il peut y en avoir un peu pour tous les goûts. Et donc, quelqu'un comme moi, il peut démarrer finalement avec un projet d'aventurier pur et essayer de monter en puissance avec un projet plus performant. Et donc, les partenaires, ensuite, peuvent se prendre au jeu et monter en puissance aussi dans le cadre de cette histoire. Et ça, je trouve que c'est vraiment la richesse de la classe IMOCA. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudra qu'on garde parce que cette richesse de profil qui permet d'avoir des projets très variés permet aussi d'entraîner des partenaires dans une histoire et de monter en puissance. Donc, évidemment, moi, je leur vends, ils sont très heureux d'être parmi nous, d'être partenaires de mon projet pour les RP. Ils aiment aussi la dimension éditoriale du projet. Donc, je suis un ancien journaliste, mais je veux dire, tous les skippers aujourd'hui communiquent énormément et je trouve qu'il y a une vraie progression au niveau des skippers de la classe IMOCA sur cette dimension de communication. Et il y a une nouvelle génération qui arrive, qui est redoutable et qui communique très bien. Donc, c'est vrai que cette dimension éditoriale les intéresse énormément. Par exemple, moi, je publie des livres. Les partenaires, ils aiment beaucoup. Je sais que Damien Séguin, donc je fais un clin d'œil pour Apicil, a sorti un livre il y a pas très longtemps. Et c'est vrai que les partenaires aiment ça parce que une carte postale, on la dédicace à un enfant au départ d'une course, mais un livre, c'est super qualitatif de pouvoir recevoir des clients, offrir le livre du skipper, organiser une séance de dédicace. Donc, toute cette dimension, finalement, toute cette dimension éditoriale se converge finalement vers la dimension relations publiques où les partenaires se retrouvent. Et puis après, il y a les conférences, faire rêver, entraîner l'interne voilà, dans une aventure. Et puis dans mon cas personnel, je pense qu'il y avait aussi la dimension de mon histoire personnelle qui intéresse énormément parce que finalement, tout le monde ne peut pas être François Gabard. Parce que François Gabard, je prends cet exemple, mais François Gabard, c'est quelqu'un d'exceptionnel c'est un grand champion. Alors c'est plus facile de dire je peux être Fabrice Amédéo. Et donc du coup, le message de l'ancien salarié d'un grand groupe, parce que j'étais journaliste, mais j'étais avant tout salarié d'un grand groupe, qui a eu le courage de quitter sa situation installée,
son métro boulot dodo et son CDI pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et se lancer dans cette aventure du Vendée Globe, ça crée une vraie émulation et j'ai senti ça, c'est quelque chose que j'avais sous-estimé au départ, mais que les partenaires, c'est quelque chose qui valorise énormément. Oui, sur le mode, il fait le Vendée Globe, mais au final, c'est un salarié comme vous, quoi. C'est un ancien salarié comme vous, il a eu le courage de vivre ses rêves et finalement, vous aussi, ayez de l'audace et lancez-vous, voilà. Battez-vous pour améliorer votre quotidien et pour performer au sein de votre entreprise, quoi. On me reçoit toujours? Je crois qu'on a perdu l'animateur. On n'a plus d'animateur, je crois. On te reçoit toujours. C'est Pile qui est sorti de scène, là. Je suis de retour. Du coup, en tant qu'ancien journaliste, voulez-vous que je parle le Ah, te revoilà. Qui nous a fait peur. Alors, décidément, ça n'est pas un long fleuve tranquille, une visioconf. C'est parti le faire le Vendée Globe, Pile? Voilà, je reviens. Convaincu? C'était fait rapidement. Fabrice, une toute dernière question avant de partir, te laisser partir naviguer, parce qu'on avait dit une petite demi-heure, donc on y est. Est-ce que tu as vu les demandes et les besoins, toi qui as fait 2 campagnes de Vendée Globe, enfin, tu n'as pas encore participé au second, mais tu as fait au moins la campagne de préparation du second. Est-ce que tu as vu les demandes et les besoins des sponsors évoluer entre ces deux campagnes? Je ne sais pas si ce sont leurs besoins qui ont évolué. Moi, j'ai plus de maturité, j'ai progressé. Au début, je quittais mon entreprise et je me lançais dans une grande aventure. J'avais 16 mois pour préparer le Vendée Globe, donc même si j'avais plein d'idées, j'avais quand même assez peu de recul. Là, j'ai pu, pendant 4 ans, progresser sur l'eau, mais aussi progresser dans mon projet. Donc, je ne sais pas trop si c'est leurs attentes qui ont évolué. C'est plus mon offre qui a, je pense, évolué et qui leur convient aujourd'hui. Et c'est un message que martèle souvent Antoine Mermot, c'est-à-dire que nos projets, c'est pas uniquement un autocollant sur une coque, c'est aussi DRP et la 3e couche, le 3e niveau, c'est le niveau du sens. Et moi, je suis complètement d'accord avec ça. Et aujourd'hui, finalement, mon projet s'est inscrit assez naturellement dans cette évolution. Après, ce que je peux dire aussi, c'est que les partenaires, il y en a qui sont avec moi depuis 7 ans. La plupart, c'est 4-5 ans, parce que j'ai quasiment tous mes partenaires, sauf un, qui ont reconduit après le Vendée Globe 2016. Donc, c'était une belle réussite. Et moi, j'avais peur qu'il y ait un phénomène d'usure. Et en fait, ils sont toujours aussi contents de venir naviguer sur le bateau avec leurs clients. Il y a même des clients que je revois d'une année sur l'autre. Et ça marche. Et il n'y a pas du tout ce phénomène d'usure de se dire, bon, voilà, on a fait 4 RP, 5 RP en IMOCA en 3 ans. On a fait le tour du sujet. Il y a toujours cette envie de venir naviguer, ce plaisir de partager un moment ensemble. Très bien. Fabrice, merci beaucoup. On va te laisser aller naviguer parce qu'il ne faut pas traîner parce qu'il y a un peu de mauvais temps qui rentre ce soir en Bretagne. Merci à tous. Merci encore. On va demander du coup on va aller solliciter le point de vue de l'acheteur et de Philippe Assel, qui est le directeur de la communication du groupe Apicil. Philippe, vous êtes de l'autre côté de la barrière, justement. Vous êtes la personne qui investit dans l'IMOCA et dans le Vendée Globe. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le cheminement qui fait que, d'abord, nous expliquer un petit peu ce qu'est Apicil, et ensuite nous expliquer qu'est-ce qui fait que vous investissez dans ce secteur-là particulièrement? Mais bonjour à tous. Alors peut-être déjà, on va parler du départ. Donc, qui est Apicil? En fait, Apicil, c'est un groupe de protection sociale. C'est-à-dire que notre métier de base, c'est d'assurer la protection au départ des salariés, mais aujourd'hui, pas que des salariés. C'est de proposer des produits complémentaires santé, d'épargne, de prévoyance. Donc, c'est une entreprise qui a 82 ans, donc qui a été créée. Alors, j'en viens, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, que je vais redire sans doute. Mais c'est une entreprise qui a été créée à l'origine par des chefs d'entreprise pour protéger des salariés. Donc, voilà. Ensuite, il y a un deuxième point qui est important, c'est que c'est une entreprise on est une société en fait à but non lucratif, et donc c'est une société qui est très engagée en fait à faire progresser des questions sociétales, et donc la question du handicap, puisqu'on a créé une team avec des sportifs il y a déjà quelques années, puisque ça remonte à 1995. Donc tout ça pour dire que nous, on avait une problématique assez simple. On est un groupe lyonnais à l'origine et qu'en fait, aujourd'hui, on est devenu un acteur national et qu'un des objectifs qu'il y a en matière de communication, c'est de faire connaître ce groupe, tout simplement. Voilà. Donc,
on s'est mis un peu en recherche de leviers et de se dire, voilà, quel levier de communication on peut activer pour faire en sorte que voilà, le groupe Apicil, ses valeurs, ses métiers puissent être connus. Et donc, j'ai envie de dire, assez naturellement, on a commencé à regarder le sujet de la voile, du sponsoring de la voile. Il faut savoir qu'Apicil avait une petite histoire dans le sponsoring sportif, puisque au début des années 2000, on était sponsor de l'OL, donc le côté local. Voilà, mais du coup, voilà, en début 2010, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire et quel sport surtout déjà on peut préempter. Alors le premier point, ça a été dit, c'est qu'on ne voulait pas partir, il fallait que ça ait du sens, voilà, c'est vraiment que ça ait du sens. Il fallait en plus de ça que ça puisse être porteur effectivement de ce que je viens de dire, de nos valeurs, de solidarité, d'engagement. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous. C'est pas simplement de se faire connaître pour se faire connaître. Voilà. Et donc du coup, chemin faisant, j'ai envie de dire, le hasard a fait qu'on a rencontré Damien, même si on avait déjà commencé à étudier de manière très près. On avait regardé la question des IMOCA. Donc Damien est venu nous voir avec son projet. Et là, on s'est dit, bah voilà, c'est typiquement ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire à la fois avoir un projet de sponsoring sportif qui nous permette de faire connaître l'entreprise et en même temps qu'il soit porteur de nos valeurs et surtout du combat qu'on mène en faveur de l'inclusion, puisque voilà, c'était déjà quelque chose qu'on faisait. Alors, on le faisait, j'ai envie de dire, de manière peut-être un peu modeste et sans doute discrète. Et là, en tout cas, le fait d'accompagner Damien, ça nous permet de vraiment mettre un coup de projecteur sur ce sujet-là et de parler en fait je vais utiliser le mot de ce problème, puisque la question du handicap, c'est des choses dont on parle au final assez peu dans la vie de tous les jours. Il y a quand même un Français sur 6 qui est concerné par le sujet. On voit qu'il y a des problèmes quand même qui existent, c'est-à-dire que quand on est travailleur en situation de handicap, on a 2 fois plus de chances qu'une personne dite valide de se retrouver au chômage. Et au-delà de ça, là, je fais le pendant avec les combats que peut mener Damien. Lui, Damien s'est trouvé confronté à ça dans le domaine sportif, où au début, on a essayé de lui mettre des barrières pour faire en sorte que lui, en tant que personne considérée comme handicapée, ne puisse pas en fait courir avec des valides. Donc, c'est vraiment un combat que nous, on mène depuis de très nombreuses années. Et du coup, voilà, quand on a rencontré le projet de Damien, on s'est dit, voilà, c'est pile poil en la plaque. Après, ça a été dit aussi, pourquoi du sponsoring et pourquoi les IMOCA? Parce qu'en fait, ça répond, c'est vraiment une boîte à outils très large. C'est-à-dire que, premièrement, déjà, ça nous permet de travailler sur les questions de notoriété, ça c'est sûr. Le bateau, il porte notre nom, donc bien évidemment, ça nous permet de parler de nous. Ensuite, il y a la question des relations publiques. C'est aussi un outil qui nous permet voilà, de faire venir des administrateurs, de faire venir des clients, de faire venir des distributeurs autour de leur faire découvrir le projet, de les faire naviguer. Donc, c'est sûr que c'est quand même assez intéressant. C'est aussi intéressant vis-à-vis des collaborateurs. On a 2400 collaborateurs dans le groupe. Et aujourd'hui, en fait, alors je ne sais pas si aujourd'hui versus avant, mais en tout cas aujourd'hui, on ne se voyait pas faire un projet de cette ampleur sans que les collaborateurs puissent être impliqués directement ou indirectement dans le projet et que ça puisse, encore une fois, que ce projet ait du sens et que ça puisse les mobiliser, les motiver. Voilà, puisque ça a été dit là aussi tout à l'heure, ces projets-là, c'est aussi un moyen de renforcer l'engagement des collaborateurs, de renforcer l'engagement des collaborateurs dans l'entreprise, mais en même temps dans les sujets que peut porter l'entreprise, et donc en l'occurrence le handicap, sachant que c'est aussi des choses qui vivent, je vais dire, au quotidien, puisque là aussi, chez Apicil, on a un taux d'emploi des personnes en situation de handicap qui est autour des 8%. Voilà, donc on porte ce message déjà, j'ai envie de dire, au quotidien, auprès des managers, auprès des collaborateurs, de ces questions d'inclusion. Et en même temps, on essaie de leur faire vivre le sujet, j'ai envie de dire, sur un support voilà, qui porte aussi des questions d'aventure qu'est la voile et l'IMOCA. Et je vais peut-être terminer sur la question de l'IMOCA, parce que ça a été aussi abordé. Pourquoi l'IMOCA? Alors, je crois que c'est Fabrice qui l'a dit, c'est aussi parce que on est aussi dans un monde, alors la crise actuelle du Covid, malheureusement, je ne pense pas va arranger les choses, mais on a aussi besoin d'avoir un ROI, c'est-à-dire de se dire, voilà, quand on investit dans un support, que ce soit du sponsoring ou autre, mais en l'occurrence, là, c'est le cas de l'IMOCA, il faut qu'on ait un retour sur investissement, et voilà, il faut que ça montre que ça soit impactant. En l'occurrence, c'est le cas. Et aussi, je pense qu'une des vertus
de la classe IMOCA, c'est que même s'il y a des budgets qui peuvent être du simple au quintuple, peu importe, mais on reste quand même dans des enveloppes budgétaires qui pour moi, sont pas celles des ultimes, où là, on est carrément dans un autre monde pour moi. Voilà. Quand vous avez choisi la voile, est-ce que ce que je comprends de votre discours, c'est que vous avez choisi la voile, enfin vous y êtes intéressé, et ensuite Damien est venu vous proposer son projet. Oui. C'est-à-dire que vous avez fait, vous, alors que vous êtes basé à Lyon, pas forcément au bord de la mer, ni rien, vous avez approché la voile de manière rationnelle, quoi. C'est-à-dire que vous avez mis, je sais pas, le cyclisme, la voile. Oui. Très, très rationnel. On est des assureurs, hein, donc voilà. Nous, on est des tableurs Excel sur pattes. Hein. Non, je plaisante, mais oui, on avait fait les choses de manière très rationnelle. On avait en fait travaillé avec notre agence média qui nous accompagne depuis de nombreuses années, la Dentsu, en leur disant, voilà, on a les leviers classiques que sont la publicité ou autre, et on sait qu'effectivement le sponsoring, c'est un levier quand même très efficace. Et on avait regardé avec eux, voilà ce que je disais tout à l'heure. On voulait choisir un sport qui soit cohérent avec nos valeurs et les messages qu'on voulait porter. Donc, sans surprise, il suffit de regarder, j'ai envie de dire, les sports aujourd'hui qui ont des assureurs comme nous. Voilà, il y a le cyclisme, il y a le rugby, beaucoup. Alors, on est un modeste sponsor de l'Union Sportive Oyonnax, un club de rugby de la région. Mais voilà, et il y avait donc effectivement la voile qui était ressortie. Donc on avait commencé à approcher le sujet. On avait déjà eu un premier projet qui nous avait été soumis par un navigateur. Voilà, on n'avait pas été au bout, mais c'est vrai que quand Damien est venu nous voir, j'ai envie de dire, c'est vraiment une rencontre, quoi. C'est-à-dire que c'est tombé pile poil au moment où on avait vraiment envie de s'investir dans le domaine. Ouais, le match était, les deux parties ont parfaitement matché. Tout à l'heure, vous avez parlé de retour sur investissement et donc de mesure de ce retour sur investissement. Comment vous faites ça? C'est-à-dire que vous avez des indicateurs, vous avez construit des indicateurs précis. Est-ce que, par exemple, le nombre de contrats d'assurance que vous vendez, vous arrivez à le corréler à la stratégie? Alors ça, c'est l'idéal, évidemment. Oui, c'est l'idéal. Je provoque un peu, mais du coup, ça, c'est un rêve de directeur général. Non, voilà. Non, plus sérieusement, ce qu'on mesure, c'est de dire, en fait, on met très simplement en relation les budgets qu'on investit avec les retours qui sont sous forme, en fait, déjà de retombées presse, où il est assez facile de calculer un équivalent. Alors, je sais que ça fait toujours un peu bondir les journalistes, donc j'espère que ceux qui m'écoutent ne tomberont pas de leur chaise, mais on essaie de mesurer, en fait, un équivalent publicitaire, entre les articles de presse qui nous permettent de faire parler à la fois du projet et en même temps de l'entreprise, et calculer un équivalent publicitaire. On peut le faire aussi sur les réseaux sociaux, où aujourd'hui, des outils de mesure, on en a, c'est très très simple de mesurer l'impact qu'on a. Donc par exemple, nous aujourd'hui, on est capable de mesurer sur l'échelle de cette année, et alors après, c'est encore une fois des calculs qui ne sont pas non plus scientifiques, mais qui nous permettent de dire que globalement, sur 1 euro investi, on en récupère 7. Donc c'est évident que… avant le Vendée Globe. Oui, donc on se pose pas de questions. Après, je parlais de valeur aussi, ou de… je prends l'exemple du cyclisme. Alors très, très clairement, on a souvent été approché sur les questions du cyclisme. Bon, je ne vous cache pas que quand on fait de la prévention santé, même si on prône le sport, et on voit l'image aujourd'hui du cyclisme, on est assez réticent à aller sur des sports comme cela, parce que vraiment, il faut que ça soit porteur des valeurs qu'on a envie de véhiculer. Et je le disais tout à l'heure, quand on fait du sponsoring aujourd'hui avec une entreprise, on est aussi bien regardé par ses clients que par ses collaborateurs. Si on fait quelque chose qui est… Enfin, je pense qu'en fait, dit autrement, ce qui pouvait se voir il y a quelques années, c'est-à-dire la danseuse du président, je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup d'entreprises qui s'aventurent qui s'aventurent sur des domaines comme cela sans que vraiment, encore une fois, ces questions de cohérence… elles soient vues, c'est-à-dire cohérence avec le métier, avec le message que veut porter l'entreprise, avec les valeurs. Enfin, je pense que ça, c'est plus possible. Et après, en plus, je crois que ça a été dit aussi, il y a un phénomène qui s'accentue aussi énormément. Alors, tout le monde le dit là aussi avec cette crise actuelle, c'est la question de la RSE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, avec en plus la loi Pacte et les entreprises à mission, renforcent leur politique RSE, renforcent la visibilité qu'ils peuvent donner sur leur politique RSE. C'est notre cas, voilà. Et encore une fois, quand on parle du sponsoring, il faut bien qu'à un moment ou à un autre, cet outil du sponsoring, il soit intégré et cohérent avec la politique RSE de l'entreprise. Merci bien. On va revenir vers vous après pour parler un petit peu de développement durable et de RSE, justement.
David Sino, toi tu es le team manager d'une équipe qui a 3 sponsors très très différents, tous très différents. Tu vas nous présenter un petit peu ça. Et je voulais savoir si toi, du coup, les mécanismes qu'on vient d'évoquer, toi qui es aussi allé chercher des sponsors et qui essaye de les fidéliser, ce qui est encore un autre travail, est-ce que toi, ton équation s'inscrit parfaitement dans tout ce qu'on vient de raconter, ou la couche, entre guillemets, sociale du projet est celle qui prend le dessus dans le mécanisme commercial? Oui, je me retrouve dans un certain nombre de choses qui ont été dites et dans les besoins de nos sponsors. Mais pour répondre à la question, je pense que déjà, les sponsors, ils choisissent les bateaux de la classe IMOCA pour une raison assez bête et simple, c'est qu'ils existent. Alors, ça peut sembler bête de le dire comme ça, mais on se rend compte que c'est pas si simple que ça d'avoir une classe et des bateaux qui traversent les époques à un niveau de professionnalisme élevé, avec un programme stable, avec une raison d'être là stable et qui sont là et disponibles. Et je pense que l'existence de cette classe de aujourd'hui 33 bateaux très bien préparés avec des équipes est une des premières raisons pour laquelle le produit existe déjà. C'est que les bateaux sont là et ils sont là parce qu'il y a un programme de course qui est important et parce que notamment il y a le Vendée Globe qui est, vous voyez, il y a beaucoup de courses qui ont changé un petit peu de parcours, qui ont changé de nom, qui ont changé de plein de choses à travers les époques. Et je pense qu'une course de voile, c'est aussi une mythologie. Et je pense que la stabilité de ce parcours fait que les sponsors qui peuvent investir dans ces projets-là savent où ils mettent les pieds. Savent où ils mettent les pieds avec un type de bateau et un parcours. Et nous, c'est vrai qu'à l'origine du projet, il y a Tanguy Delamotte qui a créé cet engagement dans la voile avec Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et quand il a rencontré Initiative, il l'a rencontré à l'occasion d'une course solidaire qui s'appelait la Solidaire du Chocolat. La raison pour laquelle Initiative… En classe 40. Ouais, en classe 40 à l'époque. La raison pour laquelle Initiative est rentrée dans la voile à l'époque, c'était effectivement parce que une course lui permettait de porter une cause. Le patron d'Initiative est quelqu'un qui a toujours investi dans des projets solidaires avant la voile et avant même Initiative Cœur. Et pouvoir allier les deux, ça lui parlait. Et ils ont fait cette première course qui a été un succès, avec les retombées qui vont avec. Hein. C'était une nouvelle course, c'était la classe 40. Et quand Tanguy lui a présenté un projet de tour du monde en classe 40 à l'époque, la réponse du patron d'Initiative à Tanguy a été non mais moi si on fait un tour du monde, c'est le Vendée Globe ou rien. Voilà. C'est-à-dire que pour lui, la classe IMOCA, c'est aussi la classe du Vendée Globe, et un tour du monde à la voile aujourd'hui, c'est le Vendée Globe. Et c'était la course qui permettait effectivement de porter l'engagement qu'il voulait porter aux côtés de Mécénat Chirurgie Cardiaque à un niveau de visibilité qui lui semblait intéressant. C'est vrai que, alors, aujourd'hui, c'était en 2012, le projet a été un succès à l'époque, mais un succès sur un projet aventure. Je rejoins complètement Fabrice dans ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'une des forces de cette classe, c'est aussi de pouvoir faire rentrer des partenaires à un niveau d'investissement qui était assez limité. Hein. Alors, ce serait plus possible aujourd'hui, mais le Vendée Globe 2012 d'Initiative Cœur, il se prépare en 10 mois. C'est-à-dire que 10 mois avant le départ, ils n'ont pas encore le bateau. Ils vont le chercher aux États-Unis et ils montent le projet comme un projet purement aventure, avec une idée forte qui était de dire on va mettre la cause au cœur du projet et on va s'effacer derrière la cause. Et puis comme personne va parler de nous, parce qu'à l'époque, les médias, Tanguy Delamotte, ils connaissaient pas, Initiative, ils connaissaient pas, le bateau, il avait 20 ans, enfin non, il avait 15 ans. Ils se sont dit, finalement, nous, on va créer notre propre média avec les réseaux sociaux. Et puis, comme on pense qu'une cause comme Mécénat Chirurgie Cardiaque, elle a besoin de plus que de mettre un autocollant sur la coque, on va articuler ça comme une levée de fonds au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque. À chaque fois qu'un internaute va liker la page Facebook Initiative Cœur, nous, on va donner Initiative 1 € à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et si on fait un carton, on aura 50 000 followers à la fin du Vendée Globe, ce qui aurait été du jamais vu. À la fin du Vendée Globe, on connaît l'histoire, ils en avaient 250 000. Et c'est comme ça que le projet est rentré dans une autre dimension. Et ensuite, il a fallu trouver d'autres partenaires parce que Initiative, à la fin du Vendée Globe 2012, a dit à Tanguy super, ça a été un succès, un petit coup de Karcher sur le bateau et on repart. Tanguy leur a dit j'ai pas tout à fait envie de le faire une deuxième fois exactement de la même manière. Repartir avec un bateau qui forcément joue derrière les autres, ça m'intéresse pas beaucoup. Donc, je voudrais un bateau un peu plus récent, donc il va falloir trouver d'autres sponsors. Et c'est là que le projet était intéressant, c'est de dire, on va commencer vraiment à faire marcher ce projet sur ces deux piliers, d'un côté solidaire, mais d'autre part sportif.
Et pour ça, il va falloir convaincre des partenaires de venir adhérer à ce qu'est le projet Initiative Cœur. Et on a rencontré Caline, et Caline qui est une ETI, hein, donc Initiative, c'est une toute petite entreprise à l'époque basée au Mans avec une 50aine de personnes qui travaille avec les écoles et les associations. Caline, c'est une ETI vendéenne, donc je dirais l'archétype de ce qu'on appelle nous, dans le jargon de la voile, parfois les sponsors de la Sponsoring Valley en Vendée, et qui avait forcément été approché par beaucoup de projets jusqu'à ce qu'ils rencontrent Tanguy. Et c'est vrai que clairement, quand ils ont rejoint le projet, ils nous l'ont dit, ils ne seraient pas venus dans le projet s'il n'y avait pas eu la cause. Donc, ils sont venus dans le projet à la fois, c'est ça qui est intéressant, pour donner à Tanguy les moyens d'une ambition sportive un peu plus élevée que la fois d'avant, mais aussi parce qu'il y avait la cause. Donc, et ils sont copartenaires encore aujourd'hui à égalité avec l'initiative, mais ils nous ont dit la puissance de ce projet, c'est dans la manière dont le grand public adhère à sa manière de soutenir la cause. Et donc, nous, on n'est pas là pour le changer. Donc, on est copartenaire à égalité avec Initiative, mais le projet va continuer de s'appeler Initiative Cœur et ça ne nous pose pas de problème. Ça, je pense que c'est une particularité qui est très singulière dans notre projet. Ils ont renoncé au naming alors qu'ils pouvaient en bénéficier. Oui, alors, ils sont même allés. C'est ça qu'on comprend. J'ai eu une conversation surréaliste, entre guillemets, avec le directeur général de Caline en 2015-2016, où je discutais avec lui de la suite. Et puis il me dit, bah oui, nous, c'est sûr, on va avoir envie de continuer, qu'est-ce que va faire Initiative, etc. Donc, tout ça était en discussion. Et le patron de Caline me dit, David, tu crois que si Initiative veut arrêter, on pourra continuer d'appeler le bateau Initiative Cœur? Puis, tu sais, je pense que ce ne sera pas la négociation la plus compliquée que j'aurais eue de ma vie. Je leur demandais si on peut appeler gratuitement le bateau Initiative Cœur. Donc, c'était assez intéressant en fait, eux, ce qui les intéresse, c'est de faire partie de ce projet. Et finalement, Initiative Cœur est une marque projet aujourd'hui qui aide à sauver des enfants. Et c'est à cette marque projet dont ils veulent faire partie. Et le pitch était très clair pour Caline. Caline, c'est une entreprise qui est le leader français des fenêtres en aluminium, mais c'est aussi une entreprise familiale avec des valeurs familiales fortes. Et ces valeurs familiales fait qu'ils se retrouvaient complètement dans le projet. Et par contre, ces valeurs familiales et ces valeurs solidaires, c'est pas forcément ce qui est le plus facile à porter quand on est le leader français de la fenêtre en aluminium. Donc, ça les intéressait de pouvoir indirectement montrer qu'ils se reconnaissaient dans le type de valeurs que porte le projet Initiative Cœur. Et ensuite, dernière question, est-ce que c'est aussi le cas, c'est le même mécanisme qui a attiré le troisième partenaire de l'équipe, qui est Vinci? Oui, complètement. Alors, le troisième partenaire de l'équipe, donc Vinci Énergie. Alors, moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est que on a les trois typologies, les trois tiers dont tu as parlé en introduction, on les a, nous. On a la PME sartoise, on a l'ETI vendéenne, et on a la très grosse multinationale, puisque Vinci Énergie, c'est 80 000 collaborateurs, 12 milliards d'euros. Donc, c'est très, très gros. Donc, les partenaires associés, les deux copartenaires principaux restent Initiative et Caline, parce que Vinci Énergie nous a rejoint début 2017, quand on avait déjà structuré le projet autour d'Initiative et de Caline, mais qu'on cherchait des moyens supplémentaires pour essayer d'être encore un peu plus performant. Et pareil, Vinci Énergie avait en plus historiquement depuis des années des PDG passionnés de voile. Donc, chaque fois, ils ont vu des projets passer, des demandes de sponsoring passer, mais jamais ils y sont allés. Et ils nous ont dit très clairement, nous n'y serions pas allés s'il n'y avait pas eu la cause. Et aujourd'hui, clairement, ce qui intéresse Vinci Énergie, c'est à la fois l'engagement sportif, parce que, en fait, nous, c'est vrai que depuis maintenant presque 10 ans, on produit des contenus, on produit des contenus multimédia, des films, des images qui allient la cause et qui allient l'engagement sportif. Et en fait, ça matche très bien. C'est-à-dire que aller sur un Vendée Globe, encore plus aujourd'hui avec les bateaux qui sont devenus très durs, avec un engagement des marins qui est total, l'histoire de cet engagement elle matche complètement avec l'histoire de l'engagement des familles et des enfants qu'on aide. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, c'est un enfant qui est au milieu de l'Afrique, qui n'a jamais entendu parler de la France, et sa famille non plus, et ses parents vont les envoyer dans une famille d'accueil pour qu'ils viennent être sauvés. Et c'est vrai qu'il y a une notion d'engagement total et qui se répond très bien avec l'engagement des marins sur le Vendée Globe. Donc, Vinci Énergie, à un moment donné, ils nous ont dit, OK, moi je leur avais proposé au début d'être partenaire performance du projet.
J'aurais dit, nous, la partie solidaire du projet, elle est très bien occupée. Et finalement, on a besoin de quelqu'un pour aider Sam à aller plus loin dans le développement du projet et dans la recherche de performance. Et ils m'ont dit, OK, on va vous aider à faire ça. Mais nous, si on vient, c'est pour votre cause, en fait. Et on veut pouvoir dire qu'on est là aussi pour aider à sauver davantage d'enfants. Et du coup, aujourd'hui, ils ont adhéré à la mécanique un clic, un cœur, hein, donc, qui nous permet toujours de recruter sur nos réseaux sociaux et de sauver davantage d'enfants. Le projet, depuis qu'il existe, c'est 211 enfants sauvés. C'est 2,5 millions d'euros qui ont été donnés directement par nos sponsors à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Mais à côté de ça, ils animent aussi en interne tout un tas de challenges pour aider à récolter des fonds pour Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et ça va fédérer leurs salariés autour de la cause du projet. Donc, des salariés vont créer un petit challenge interne à l'échelle d'un centre de profit ou d'une entreprise du groupe. Et puis, ce challenge interne va aider à lever des fonds et donc va faire que l'ensemble des salariés, de manière transverse, vont pouvoir être acteurs du don et acteurs de l'aide à la cause. Merci David. On voit bien à quel point la cause, les causes deviennent je dis ça sans cynisme, mais deviennent un vrai levier commercial. Antoine, c'est une tendance qu'on voit beaucoup monter dans les IMOCA, dans la classe IMOCA et chez les skippers ces dernières années. Est-ce que, et parmi ces causes-là, il y a la cause environnementale qui monte très fort. Il y a plusieurs bateaux qui supportent et qui encouragent des causes environnementales. Est-ce que, du point de vue de l'IMOCA, vous mettez des choses en place pour accompagner ça? Les enjeux environnementaux sont importants pour une industrie qui fait naviguer des bateaux en carbone, etc. etc. Explique-nous un petit peu comment la classe essaye d'accompagner ça, et à la fois pour les besoins de la cause et aussi parce que c'est commercialement profitable pour les équipes. Oui, tout à fait. Donc, ça fait à peu près 3 ans, et notamment sous l'impulsion de Tanguy Delamotte, hein, qui était au début au conseil d'administration en 2017, Paul Meillat et Alex Thompson, Boris Herman. Sur le cycle 2016-2020, les skippers nous ont demandé à la classe d'avancer sur ce sujet. Donc effectivement, d'avancer sur ce sujet, déjà il a fallu se l'approprier, parce que c'est un sujet qui est vaste, c'est un sujet qui est complexe à traiter, en particulier pour tout ce qui touche au côté environnemental. Donc on a commencé par dégager une personne finalement à plein temps qui a fait un inventaire un petit peu de tout ce que les équipes faisaient, de tous les engagements des différents skippers. Et après on a essayé de voir comment on pouvait réussir à organiser finalement ces actions et à concrétiser au maximum les engagements qu'on pouvait prendre de façon collective. Donc ça a été une première étape. Et donc après, la deuxième étape, ça a été finalement de commencer à intégrer ces engagements environnementaux dans les règlements. Donc on a des règlements techniques pour fabriquer les bateaux. Donc là, à chaque révision finalement de notre jauge, hein, qui sont un peu nos règles du jeu techniques et technologiques, on intègre de plus en plus d'objectifs ou de contraintes, mais parlons plutôt d'objectifs pour que notre impact s'améliore. On a développé aussi tout l'aspect science avec UNESCO pour inciter et valoriser les différents projets ou bateaux qui vont emmener du matériel scientifique pour collecter un maximum d'informations. Parce que nos bateaux, ils vont naviguer dans des endroits où finalement assez peu d'humains peuvent aller, notamment dans le Grand Sud. Et puis donc un autre point qu'on est en train de concrétiser. Donc ça, c'est un travail qu'on fait avec le WWF et le ministère des Sports. C'est de travailler sur une charte qui doit permettre de continuer d'améliorer le fonctionnement des équipes, notamment l'impact des équipes dans leur fonctionnement au quotidien, pour que, je dirais, sur le prochain cycle, hein, le cycle 2020-2024, on arrive à
a prouvé que notre impact global aura largement diminué par rapport à ce qui peut être aujourd'hui. Donc c'est une action dans laquelle il a fallu mettre des moyens, il a fallu la théoriser, la comprendre, mais aujourd'hui on essaye d'être le plus pratique et le plus concret possible pour empiler les petites victoires qui finalement doivent nous permettre d'arriver à un système qui soit d'autant plus durable dans son fonctionnement. Philippe Assal, vous, chez Apicil, on a compris que les enjeux de la RSE étaient importants. Donc, vous cochez une bonne partie des cases de la partie S de la RSE, la responsabilité sociale. Est-ce que, pour une société comme la vôtre, la partie environnementale, qui est une thématique qui monte beaucoup dans la voile ces dernières années, voire même ces derniers mois, est-ce que c'est quelque chose qui est important aussi pour vous du point de vue du sponsor qui investit dans la classe? Alors oui, hein, c'est vrai que là, notre projet, il est avant tout sur la question du S, hein, clairement. Par contre, oui, la question de l'environnement, on ne peut pas la mettre aujourd'hui de côté, hein. Comme je le disais, il y a quand même aujourd'hui un certain nombre de dispositifs. La loi Pacte a renforcé ça, mais en fait, je veux dire, il y a déjà un certain nombre de dispositifs qui existent, hein, pour une entreprise aujourd'hui de taille comme la nôtre, hein. On a un certain nombre d'obligations, tout simplement, à remplir. On a un certain nombre d'indicateurs aussi, ça vient d'être évoqué, hein, qu'on suit très précisément. Donc j'ai envie de dire, le projet IMOCA Damien Seguin, c'est pas un projet à part. Il vient effectivement s'intégrer encore une fois pleinement dans la politique de l'entreprise. Donc pour en revenir à la question de l'environnement, alors nous, on est un groupe d'assurance, donc de services. Donc c'est vrai que par essence, l'impact sur l'environnement, c'est pas pour dire qu'il est neutre, mais c'est vrai qu'on n'est pas, c'est pas un sujet entre guillemets majeur. On n'est pas comme l'industrie par exemple, voilà, où là clairement c'est des sujets majeurs pour eux. Mais cependant, voilà, c'est sûr que on va être de plus en plus attentif à ce que l'ensemble des actions ou des projets qu'on peut mener au sein de l'entreprise soit respectueuse de l'environnement. On a signé par exemple à Lyon le pacte climat avec la métropole pour s'engager justement à essayer, alors encore une fois, de réduire notre empreinte carbone. Donc voilà, et donc du coup, le projet de sponsoring rentre pleinement pour moi dans ce cadre-là. Avec Damien, Damien avait essayé de monter un moteur électrique, bon, sans grand succès, mais je pense qu'au-delà de ça, ça vient d'être dit, il faut que ces projets-là progressent aussi. Pour moi, j'ai toujours cette image en tête, hein, c'est-à-dire que le départ d'une course d'IMOCA, c'est certes beaucoup de voiliers, mais c'est aussi beaucoup de bateaux à moteur. C'est un truc tout bête, mais on voit bien, hein, les bateaux qui suivent. Donc, bref, tout ça pour dire qu'il y a un moment ou un autre où, je pense d'ailleurs, la classe comme les sponsors et comme les navigateurs, on doit tous effectivement réfléchir ensemble à faire en sorte que l'ensemble des actions qui sont menées autour de ces courses puissent permettre, encore une fois, de réduire au maximum l'impact sur l'environnement. Parce que de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est des sujets qui vont être de plus en plus regardés, scrutés par, encore une fois, les clients, les consommateurs, les collaborateurs, et c'est évident qu'il faut qu'on essaie d'être encore une fois le plus cohérent possible par rapport à ces sujets-là. Merci. David, toi, tu es un peu comme Apicil, tu coches bien la case de la partie S de RSE. Est-ce que tu sens, je dirais presque d'un point de vue commercial, que tes partenaires ou les gens avec qui tu discutes pour d'autres partenariats ont aussi cette demande dans un coin de leur cahier des charges, c'est-à-dire qu'il faut que les projets que vous allez proposer, vous êtes en train de proposer, soient le plus compatibles avec l'environnement possible. On sent bien que c'est une thématique, y compris commercialement, hein, qui monte très très fort, quoi. Oui, je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'aspect quelles sont les bonnes pratiques qu'on met en place pour notre manière de travailler, et on en met en place
un certain nombre. Ça fait plusieurs années qu'il n'y a plus de bouteilles d'eau en plastique à bord ni dans le chantier. C'est des petites choses parce que je pense qu'on a tous une responsabilité là-dessus. Et après, il y a la partie sur quoi communique-t-on aussi. Nous, c'est vrai qu'on ne va pas communiquer sur la partie environnementale parce qu'on porte une cause qui est tellement importante dans le projet qu'on ne va pas commencer à expliquer qu'en plus de sauver des enfants, on sauve la planète et que aussi toutes les maladies orphelines. Enfin, à un moment donné, il faut rester. Donc, je dirais, on n'a pas besoin de le faire savoir. On fait un certain nombre de choses. On est assez proche de Paul Meillat, qui a été le co-skipper de ça, mais qui est notre skipper remplaçant sur le Vendée Globe, qui est très engagé sur ces questions. Donc, on fait des choses avec Plancton Planète, mais on le fait pour nous et on le fait par intérêt et pas par envie de le faire savoir. Mais je pense que faut qu'on soit aussi vigilant là-dessus. C'est bien d'être un petit peu en avance. On voit ce qui se passe avec le Tour de France cycliste. Je pense que c'est très intéressant pour la voile parce que le vélo est un sport propre comme la voile. Et ils se font un petit peu rattraper par la patrouille sur cette histoire avec ce qui s'est passé dans les villes qui veulent plus les accueillir. Et puis, il y a quelque chose qui monte alors que c'est un sport propre. Et la voile est un sport propre. Donc, je pense qu'il faut trouver un bon équilibre. Il ne faut pas oublier de rappeler que c'est un sport propre et que oui, il y a des énergies fossiles à bord de nos bateaux, mais ils vont faire le tour du monde avec plein de voitures à bord, quoi. Enfin, faut quand même pas faut pas oublier de rappeler ça et que tout ce qu'on développe fait aussi progresser le schmilblick de manière positive. Ça ne nous empêche pas de nous remettre en cause sur la manière dont partent les courses, dont sont suivies les courses, mais faut pas non plus être uniquement les principaux critiques de notre propre sport. Je pense qu'on apporte beaucoup aussi dans la recherche, dans l'amélioration des logiciels de routage qui ont un impact certain sur la consommation dans la marine marchande, dans la pêche, sur la production d'énergie propre, les hydrogénérateurs. Et on peut progresser, on doit progresser et on doit être en avance sur les reproches qu'on pourrait nous faire. Mais on doit aussi expliquer qu'il y a aussi beaucoup de recherche positive qui est faite autour de ça dans notre sport. Il y a une remarque dans le chat de Stéphane Hermite qui dit « Le vélo est un sport propre comme la voile ». Je pense que tu parlais de l'énergie qui propulse le sport en question. Oui, Stéphane, je parlais effectivement du fait de marcher à la force des mollets ou à la force du vent. Du vent. Mais après, effectivement, on peut se poser de la question de ce qu'il y a dans les mollets, de même qu'on peut se poser la question de ce qu'il y a dans les coques de bateau. Antoine, on va conclure avec toi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, hein, on les transmettra. Antoine, on va conclure avec toi. Personne n'ignore que nous traversons une période assez particulière et avec une vision à court terme et à moyen terme assez floue. On arrive aussi dans une fin de cycle pour l'IMOCA, hein. La fin de cycle fin de cycle de Vendée Globe. Traditionnellement, les années post-Vendée Globe sont des années un petit peu plus calmes en termes d'économie et de business. Comment toi tu vois justement cette année à venir, alors qu'il y a beaucoup de contrats qui vont se terminer? On voit que dans d'autres classes comme les classes 40 où il y a eu un nombre de commandes de bateaux neufs assez incroyable. Comment tu anticipes et tu envisages l'année à venir pour l'IMOCA? En réalité, je suis plutôt optimiste. Je suis plutôt optimiste parce que des discussions qu'on peut avoir avec différents partenaires, on a plutôt des partenaires qui sont contents de ce qu'ils font, qui sont contents de la saison 2020, de la dynamique qu'on a réussi à garder malgré finalement les événements extérieurs qui ont été difficiles. On a une course, le Vendée Globe, qui se promet d'être exceptionnelle avec une flotte qui n'a jamais été aussi préparée. Et là, à quelques semaines du départ, on sent qu'il y a déjà une vague médiatique qui a l'air d'être encore plus forte que ce qu'on a eu en 2016, ou en tout cas ce qu'on arrive à mesurer. Donc, je dirais qu'on est plutôt en bonne position. Après, on a beaucoup discuté aussi de nos projets. Hein. Nos projets, c'est des projets qui, au niveau de ce que ça peut rapporter à un certain nombre de sponsors, considèrent que c'est rentable, en tout cas au niveau de leurs attentes. On a parlé du sens. On a la chance, on voit cette lame de fond aussi dans le monde de la communication qui va vers plus de sens dans les actions extérieures des entreprises. Et on est très précisément taillé pour ça. On a nos skippers sont bien positionnés pour répondre à cette demande. Après, on a aussi dans ces périodes difficiles
un besoin de confiance, d'engagement, mais aussi de stabilité. Et c'est vrai que nos skippers et les équipes sont souvent très proches des équipes dirigeantes parce qu'il y a toutes ces opérations, tous ces moments passés ensemble, ces victoires, ces moments difficiles aussi qui font que la majorité des skippers, ou en tout cas ou des team managers, ont un accès très direct et très proche des décideurs. Donc il y a aussi une vraie relation de confiance. Donc finalement, tout ça mis ensemble, plus le fait que on a voté un programme assez ambitieux pour les 4 prochaines années avec outre le Vendée Globe, The Ocean Race, qui sont les 2 grandes courses historiques du monde de la voile océanique, qui pour la première fois sont réunies ensemble. Et après, toutes les transats, la Jacques Vabre qui va nous proposer aussi une évolution aussi de sa course assez majeure avec un engagement très fort des partenaires historiques qui devrait, je dirais, un petit peu refaire relancer un petit peu la course. La Route du Rhum, The Transat, et puis des courses comme Vendée Arctique aussi qui fonctionnent bien. Un Tour de l'Europe l'année prochaine. Donc on a un vrai programme qui va nous emmener pendant 4 ans dans 18 pays avec les plus belles courses océaniques. On a une belle flotte. On a aujourd'hui 120 partenaires qui sont en grande majorité contents et on a un créneau qui semble être un bon créneau autant au niveau des retours sur investissement que de ce qu'on représente. Donc résolument, je pense qu'on a toutes les armes en main pour qu'on passe ce Vendée Globe et puis qu'on puisse se relancer sereinement sur le prochain cycle. Merci Antoine. Du coup, j'en profiter. Je voulais conclure, mais je vais en profiter pour demander à Philippe Hassel si Apicil sait déjà si le partenariat avec Damien Seguin continue l'année prochaine et les suivantes. Alors, il se poursuit en 2021. Après, aujourd'hui, c'est très, très sincèrement très compliqué de savoir. Je pense que pour Apicil, comme pour toutes les autres entreprises aujourd'hui, c'est la question de la visibilité qui est quand même extrêmement compliquée. Aujourd'hui, on est dans des métiers qui sont quand même durement impactés par la crise économique actuelle. Donc c'est vrai qu'il y a un moment où, d'un point de vue économique, on doit se poser un certain nombre de questions. Donc, encore une fois, nous on l'a dit, on est très content de ce partenariat avec Damien, des résultats qu'on obtient. Après, il faut qu'on arrive à faire tout ça dans des équations budgétaires qui soient conciliables avec un environnement qui est extrêmement compliqué. J'ai vu que, alors c'est une interprétation de ma part, mais AG2R vient de se retirer de sa course, donc je pense qu'il doit y avoir une raison. On va demander à David Sino, du coup, si lui, où est-ce qu'il en est en termes de négociation avec ses partenaires pour l'année prochaine. Oui, je crois qu'il y a dans la période actuelle, il y a une question de décence, c'est-à-dire que nous, on est passionnés, on est à fond, on partage des moments d'exception avec nos partenaires, mais au quotidien, ils se battent et certains de leurs clients se battent pour faire survivre leur entreprise. Et donc, je pense que dans la période actuelle, montrer à nos partenaires qu'on n'est pas hors sol, qu'on comprend les difficultés auxquelles ils sont confrontés et qu'on leur demande pas tous les 4 matins, alors vous signez, mais qu'on laisse les choses se faire, qu'on soit décent et qu'on essaie de… Une des grosses différences, c'est que d'habitude, quand on arrive au départ d'un Vendée Globe, on a délivré énormément de valeur à nos partenaires en termes d'activation directe, en termes de réceptifs. Et là, on a été très empêchés cette année, forcément, indépendamment de tout le monde. On va l'être aussi avant le départ, sur le village du Vendée Globe par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude. Et du coup, c'est sûr que la course en elle-même va prendre une importance capitale. Donc, on va se réinventer. Je suis sûr que ça va donner lieu à de nouvelles histoires, des choses différentes et à des… sans doute, c'est ce qui est toujours extraordinaire dans cette course, c'est quand on prépare, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais voilà, moi, je pense qu'il faut aussi laisser à tout le monde le temps de récupérer un petit peu de tout ça, de digérer, d'analyser. Et j'ai confiance en une chose, c'est ce que je disais au début. Les bateaux vont continuer d'exister, les bateaux de la classe IMOCA. La classe IMOCA va continuer d'avoir la chance de pouvoir s'appuyer sur un programme solide. Je pense qu'il y a peu de classes qui ont cette chance-là. Et le projet Initiative Cœur va continuer. Et donc, après, dans quel format, avec quels moyens, avec quelle ambition, c'est là qu'il faudra qu'on soit des gens responsables et en phase avec l'époque qui va s'ouvrir.
Très bien, merci bien. Merci à tous les trois. Il n'y a pas de questions. Je n'ai pas vu de questions dans le chat. Donc, je vous remercie. On remercie Fabrice Amadeo aussi qui est déjà reparti sur l'eau. Et puis, je laisse la parole à Carole Bourlon pour conclure ce premier Visio Café. Merci aussi d'avoir accepté un petit peu d'élasticité dans le planning qu'on a légèrement décalé. Merci à tous les trois. Merci. Merci. Oui. Donc, écoutez, je voulais remercier tout le monde de leur participation. Les personnes, les intervenants qui sont là, je pense qu'on a eu énormément de contenus intéressants qui ont été donnés. On a organisé ce visio-café sur ce thème-là parce que la filière technologique, évidemment, vit de toute l'activité du sponsoring, enfin tout le sponsoring qui est donné. C'est ça qui fait vivre en fait cette filière technologique en grande partie. Et les gens de la filière technologique sont évidemment très très solidaires de ce que vous avez évoqué, notamment sur le volet sponsoring, et puis la solidarité qu'on doit avoir aussi dans la situation actuelle. Voilà, mais donc ils souhaitaient aussi mettre en avant tout le bénéfice et tout ce qui était fait par les sponsors et les coureurs et la classe IMOCA également. C'est une des raisons pour lesquelles on a fait ce thème ce matin. Donc, merci encore de votre participation. Merci aussi aux journalistes présents. Je voulais vous dire que donc vous allez recevoir un mail prochainement avec le programme des prochains visiocafés et les personnes à contacter pour vos questions complémentaires. On vous donne rendez-vous jeudi prochain, le 8 octobre, de 9h30 à 10h30 autour d'un nouveau thème, parce que le jeudi matin du mois d'octobre, on va continuer ces visiocafés. Prochain thème, c'est vivre en course autour du monde, comment les marins s'adaptent à leurs machines. Voilà. Et puis, ce visiocafé va être diffusé, vous devez le savoir, donc en France et à l'étranger. Toute la captation va être diffusée, accompagnée d'un communiqué de presse qui va permettre, je dirais, de diffuser tous les messages que vous avez portés ce matin. Merci à vous et puis écoutez, très bonne journée. Merci. Et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.